ICEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler d'hormones, principalement de la santé hormonale au masculin. Et dans une deuxième partie, nous parlerons des enfants et du rôle majeur de l'alimentation. Pour éplucher tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Stéphane Résimond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en otorhinolaryngologie et en chirurgie cervico-faciale. Vous êtes formé à l'acupuncture. Vous êtes expert en médecine fonctionnelle, nutrition et micronutrition, hormonologie et hormonothérapie pour une approche intégrative de la santé. Vous êtes l'auteur du livre Pleine Santé et du livre D3K2, vitamines essentielles au quotidien pour tous. Vous êtes également enseignant et conférencier. De quoi souffre la majorité des hommes qui viennent en consultation chez vous? Parce qu'on parle beaucoup d'hormones au féminin et j'aimerais aujourd'hui qu'on élabore et qu'on développe un peu plus ce que c'est que l'hormonothérapie au masculin. Alors en fait, de quoi souffrent les hommes qui viennent en consultation? Je parle des hommes de plus de 40 ans. C'est le gros ventre et c'est la baisse de libido. Oui. Le relâchement musculaire, la perte musculaire, la sarcopénie. Et il faut savoir, la sarcopénie, selon certaines études, durerait plus que le cancer de la prostate. La sarcopénie, c'est la fonte musculaire. Exactement, liée à l'âge. Mais qui est tout complètement évitable. Il faut évidemment faire travailler ses muscles. Hein. No pain, no gain. Un muscle qui fait pas mal, par principe, on le perd. Mais également pour que les ouvriers, c'est les ouvriers de la prise de masse musculaire puissent travailler, c'est les hormones. Il faut que ces hormones soient de bonne qualité et à des taux suffisants. Et je pense aux hormones anaboliques que sont la DHEA, que sont la testostérone, l'hormone de croissance par exemple. Chez la femme s'ajoutent les oestrogènes. D'accord. Et il y a tout un ensemble d'hormones aussi chez l'homme. On parle évidemment de testostérone, de DHEA, celle que vous venez de citer. Mais il y a aussi les oestrogènes et la progestérone qui rentrent en compte. Cas extraordinaire que j'ai eu la semaine passée, un homme de 36 ans venant du sud de l'Espagne. À 36 ans, il lui découvre une ostéoporose extraordinaire et il n'arrive pas à transformer sa testo en oestrogène. Il est déficitaire en aromatase et c'est un cas très, très rare, mais c'est pour bien expliquer que les oestrogènes chez l'homme c'est capital. Sans oestrogènes ou très peu d'oestrogènes chez l'homme, on a une perte de libido, on a de l'ostéoporose, on a une infertilité qui est présente. L'aromatase, si je peux me permettre de résumer, c'est la conversion de la testostérone en oestrogène. Tout à fait. C'est ça. L'aromatase qu'on retrouve aussi en excès, si je peux me permettre, chez les personnes très très bedonnantes et qui ont beaucoup de gras. Et c'est le problème, c'est que l'homme en surpoids va transformer trop ses androgènes, en particulier la testo, en oestrogène, et il va avoir attrapé des seins, la gynécomastie. Mais il faut savoir que le volume des seins est très proportionnel au volume de la prostate. Il va attraper une grosse prostate. Et également, il va avoir plus de cancer à la prostate. Donc ça, c'est un signe, si je peux me permettre de vous couper. Donc gynécomastie égale problème de prostate. Exactement. C'est vraiment, il y a un lien très fort entre le volume de la prostate et le volume des seins, la glande mammaire. Et malheureusement, ces hommes-là font plus de cancer à la prostate, statistiquement beaucoup plus, mais également ont plus de problèmes cardiaques. Donc, chez l'homme, les oestrogènes en excès donnent des problèmes cardiovasculaires. D'accord, donc les oestrogènes, pas trop assez, ça se régule. Tout à fait, ça se régule. J'imagine que vous les dosez. Actuellement, on voit beaucoup d'adolescents avec des gros seins. Malheureusement, ils ont des prostates également volumineuses. Ils n'ont pas d'érection, ils n'ont pas de libido, ces adolescents, et c'est dû en fait à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qu'on mange ou qu'on boit via c'est les plastiques en fait d'emballage de la viande par exemple ou autres qui polluent l'eau de boisson et ça s'ajoute à nos oestrogènes et donc on peut avoir des taux d'oestrogènes dans le sang normaux et avoir un homme qui est en hyperœstrogénie à cause de cette pollution. Impressionnant. En quoi l'inflammation à bas bruit d'origine métabolique sabote les axes hormonaux? Alors il y a un phénomène qui est la résistance hormonale par blocage des récepteurs. Alors ça peut se trouver au niveau de l'insuline, ça s'appelle le diabète type 2 ou le prédiabète type 2, résistance à l'insuline, ça peut être au niveau de la testo, au niveau des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que l'inflammation de bas grade, c'est une inflammation de bas bruit qui se mesure dans le sang par le CRP ultrasensible, est un témoin de plusieurs choses. Ça peut être soit un manque d'oméga 3 très important, ça peut être la graisse viscérale, donc la graisse qu'on a autour des intestins où le foie gras peut donner ce genre d'inflammation. Alors ça peut être également une maladie virale chronique, une incapacité à se défaire d'un Lyme, par exemple, ou le virus Epstein-Barr ou cytomégalovirus qui peut devenir latent et donner cette inflammation de bas grade. On a un blocage hormonal. CMV. Du coup,
La baisse significative de testostérone chez les hommes est assez alarmante, puisqu'on en parle un petit peu partout. Vous l'avez décrit un tout petit peu précédemment. Est-ce qu'on peut développer ce sujet ? Oui, alors en gros, je vais parler de la petite testostérone qui s'appelle la DHA, qui a un effet très similaire. Eh bien, jusqu'à 25-30 ans d'ici, ça fait quand même plus de 40 ans que je travaille, j'ai jamais donné de DHA à des adolescents. Maintenant, j'en donne toutes les semaines. C'est des gosses de 15, 16, 18 ans qui n'ont pas de DHA. Eh bien, on a la même chose également avec la testostérone. Donc, les taux de testo sont en chute libre à cause au niveau du blocage à testo par les périodes endocriniens oestrogène-like. Et c'est vraiment une catastrophe hormonale qu'on a. On a un chamboulement hormonal qui est extraordinaire pour l'instant. Enfin, pas pour l'instant, qui dure déjà depuis quelques années, mais qui s'aggrave en fait. Et ça donne des problèmes de santé monstrueux avec des surpoids, des syndromes métaboliques, des cancers beaucoup plus précoces. Je viens d'avoir 2 cancers à la prostate chez 2 jeunes de 18 ans. Ouf, c'est impressionnant. Donc c'est pas prêt de s'arranger, si je comprends bien. Donc il y a déjà de gros problèmes chez l'adulte. Et nouvellement, les problèmes sont croissants chez les enfants et les adolescents. Tout à fait. Dû à la nourriture, aux polluants, comme vous avez pu citer déjà. Il n'y a pas que ça, si je peux le dire, c'est que je viens d'avoir dans le même laps de temps, depuis 1 an et demi, 2 ans, 3 petites jeunes, 19 et 20 ans, une de 19 et de 20 ans, cancer du sein. Et le seul point commun qui relie ces 2 adolescents et ces 3 adolescentes, c'est 3 doses de vaccin Covid. D'accord, donc ça c'est un gros chapitre. C'est le point commun. Mais on dit c'est le hasard, sauf qu'en 40 ans, j'ai jamais vu ça. C'est le hasard. D'accord. On va dire ça. Et vous avez parlé aussi des perturbateurs endocriniens, j'imagine qu'ils jouent un très très gros rôle. Et justement, le spike, qu'il soit viral ou vaccinal, est un énorme perturbateur endocrinien, puisque j'ai fait une conférence entière sur thyroïde et spike. Et il y a des centaines de publications qui sont éditées à ce sujet-là. Donc la thyroïde est chamboulée par le spike, viral, mais c'est momentané, c'est 8-10 jours, mais surtout vaccinal. Mais également les surrénales sont tout à fait abîmées. Les ovaires également avec des infertilités. Les testicules sont touchés avec une baisse de la spermatogénèse dans les suites de l'injection vaccin. C'est phénoménal ce qu'on voit. D'accord, donc les testicules touchés, c'est vrai que on a coutume de faire du remplacement de testostérone en cas d'hypogonadisme, pardon. Oui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait quand même être plus souvent mis en route chez beaucoup de monde avant qu'il y ait un vrai gros déclin de la masculinité ? Entièrement raison, vous avez entièrement raison. C'est ce que je dis toujours à mes patients et patientes. On n'entend pas qu'une bagnole fume, on met de l'eau et de l'huile avant qu'elle ne fume. Donc en gros, un homme déficitaire en testo peut avoir des bouffées de chaleur, tout comme une femme préménopausée ou ménopausée par manque d'oestrogène. Et c'est d'ailleurs un signe que je rencontre assez souvent chez les patients. Donc c'est quasi trop tard. On ne traite pas une ménopause ou une andropause quand les problèmes sont là, on les traite avant. On voit la baisse hormonale et on doit agir très très précocement. Merci docteur Gimond, on vous retrouve tout de suite, mais pour l'heure, je vous propose de retrouver le docteur Jean-Christophe Charrier dans sa chronique. Bonjour docteur Jean-Christophe Charrier. Bonjour monsieur Goncalves, bonjour à tous les auditeurs. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Je vous propose une petite camomille. Oh mon Dieu. On va s'endormir. Non, pas forcément, non. Bon, c'est vrai que c'est une petite infusion qu'on aime bien prendre le soir, parce qu'elle est assez digestive, donc elle va nous apaiser dans notre digestion et nous favoriser l'endormissement par ce biais-là, puisqu'elle va réguler tous les désordres neurovégétatifs qu'on peut avoir. D'accord, donc c'est intéressant de savoir qu'elle est digestive, et pour le soir, c'est quand même assez intéressant, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ne sommes pas au fait que certaines tisanes ne sont pas digestives. Eh oui. Et puis il y en a qui sont même parfois trop diurétiques, donc ça vous gâche la nuit. Ouais, exactement. Donc la camomille, c'est pas son cas. Non, elle est bienvenue pour ça. Puis elle est intéressante parce qu'elle vient nous décongestionner ce qu'on appelle le réseau splanchnique. C'est tout le réseau sanguin qui contient la rate et qui va vasculariser le foie, et ça représente à peu près 2/3 du volume du sang dans notre corps. Donc cette camomille, elle a ce pouvoir-là de bien drainer ce réseau splanchnique. Et puis, elle est très intéressante à plein d'égards parce qu'elle nous protège de toutes les molécules chimiques qui rentrent dans notre corps, que ce soit des médications, mais que ce soit aussi tous les poisons de notre alimentation. Alors tous les polluants peut-être qu'on ingère tous les jours par l'alimentation qui est somme toute extrêmement polluée, mais aussi les polluants qu'on respire. Tout à fait, donc on dit qu'elle est chimioprotecteur en fait. D'accord. À ces propriétés-là. Et puis elle est un peu comme la lavande parce que donc elle va réguler un peu le système neurovégétatif pour ça, et elle a aussi une action intéressante parce qu'elle évite les dégénérescences cellulaires à son niveau. Intéressant. Ouais, on dit qu'elle est mitostatique, donc elle va ralentir certaines multiplications cellulaires. Donc peut-être aussi intéressante dans le cadre du vieillissement.
C'est intéressant dans le cadre du vieillissement, bien évidemment. Et partout où il y a de la dégénérescence dans notre corps, c'est toujours bien de mettre la lavande. Donc la camomille. Et donc passer effectivement à un certain âge, la camomille fait souvent partie de mes prescriptions pour ça. D'accord. Et vous avez parlé de régulation nerveuse. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails ? Eh bien, elle va vous donner à la fois du tonus et de l'apaisement. C'est extraordinaire. Ah ouais. Et c'est pas du tout antinomique en fait. Expliquez-nous. Par ces actions de régulation entre le parasympathique, l'alpha-sympathique et le bêta-sympathique, elle va permettre d'avoir le bon tonus de base pour répondre aux sursollicitations que l'organisme peut recevoir. Et en même temps, elle va apaiser la réactivité au stress. Ouais, donc la camomille est indiquée dans notre vie en général parce qu'on est tous concernés par ces états nerveux. Merci docteur Jean-Christophe Charrier. On peut très facilement vous retrouver sur le site institut-endobiogénie.fr et évidemment tous les dimanches pour la chronique. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le docteur Stéphane Résimond, nous parlions d'andropause. J'aimerais qu'on développe ce sujet, s'il vous plaît. Mythe ou réalité ? À quel âge ? Comment ça se passe ? Alors l'andropause est assez caractéristique. Elle commence à s'imposer à partir de 35-40 ans chez l'homme. C'est là où on voit déjà la chute DHA, de la testo, etc. Et perso, moi j'ai commencé pour la DHA à 36 ans, la testo à 37 ans. Parce qu'elle a commencé à chuter, sans aucun signe clinique. D'accord. La durée de vie moyenne, il y a un siècle et demi, c'était grosso modo 46 ans. Et actuellement, chez l'homme et chez la femme, on est plutôt à 80-90 ans. Et donc, comme le dit le professeur de Piper, qui a écrit des gros articles dans des revues cancéro et gynéco-américaines, eh bien, dans quelques millénaires, probablement que les ovaires de madame, ils auront une durée de vie qui va arriver à 90 ans, peut-être, testicules, même topo. Mais pour l'instant, il faut aider ces personnes, hommes ou femmes, déficitaires hormonalement. Parce que le problème, c'est que ne pas traiter l'andropause, c'est sarcopénie, ostéoporose, un peu plus tardivement chez la femme, mais ça arrive quand même. C'est le syndrome métabolique avec le diamètre abdominal qui augmente, l'hypercholestérolémie, et toutes les complications mortelles de cet état. Et le fait il n'y a pas que les hormones, loin de là, il y a d'abord la nutrition, la micronut, ça c'est la base, mais il faut quand même s'intéresser aux hormones, il faut vraiment les équilibrer, toutes entre elles, il y a une cascade hormonale, et on ne donne jamais, par exemple, de cortisol sans donner d'androgène, il faut un équilibre, et ça demande vraiment une formation en hormonaux. J'imagine que c'est très complexe. Quelle est la part de l'activité physique dans l'hormono chez l'homme ? Alors, en gros, une activité physique donc modérée va faire monter la testo, par exemple, l'améliorer. Par contre, un surentraînement va la faire diminuer. Et j'ai toujours mes patients que, si vous mangez combien de fois par jour, 2 fois, 3 fois, écoutez, faites du sport au moins une fois, sauf si vous êtes maçon, déménageur ou un métier très physique. Et c'est très important de bouger. Alors bouger, c'est pas aller se faire un crossfit tous les jours, mais je veux dire, ne fût-ce que de marcher vite en transpirant, c'est déjà une bonne activité physique. Oui, d'accord, du Z2. On va parler des enfants, parce que les enfants sont souvent les grands oubliés de l'hormonothérapie. On parle des femmes, des hommes, les enfants, qu'en est-il chez eux ? Quels seraient les points clés à surveiller chez les enfants ? Alors, je donne un exemple très très précis. Ma propre fille, à l'âge de 4 ans et demi, est devenue hypothyroïdienne. D'accord. Alors, moi, c'était à 30 ans. Sa maman, c'était beaucoup plus tôt. Et la petite, c'était à 4 ans et demi. Et elle a 35 ans maintenant. Et elle a commencé à grossir, fatiguée, morale bas. Ça n'a pas traîné. J'ai vite mis le doigt sur le diagnostic. Et donc, ça peut être très tôt, les déficiences hormonales. Et également, ce qui se passe, c'est que l'alimentation sous-protéinée peut engendrer également une impossibilité de synthétiser certaines hormones peptidiques. Alors là, on est l'hormone de croissance, par exemple. Oui, on est dans le gros sujet, vaste sujet, comment les enfants mangent, parce que dès le matin, apparemment, ça va pas du tout. Alors le problème, c'est les parents, je les engueule vraiment, je les agresse en disant, écoutez, vous empoisonnez votre gosse avec votre tartine chocolat le matin, votre muesli, vos Kellogg's, c'est scandaleux. Vous avez donner de la bouffe comme ça, un petit bout. Le matin, c'est protéiné, c'est très important pour les neurotransmetteurs, parce que le pauvre gosse qui n'a pas de prot le matin, il va avoir moins de dopamine, donc trouble de l'attention à l'école, hyperactivité, pas de mémoire, pas de concentration, pas de motivation. Et donc ce sont les parents. Alors il n'y a pas que ça, mais c'est une grosse partie du problème. Mais également hormonalement, ce gosse dit qu'il y aura le changement hormonal à l'adolescence, il va être sous-producteur d'hormones, ce qui va impacter sa composition corporelle à vie. Mais parce qu'au travers de la publicité, quand même, on
nous vend tout le temps les céréales le matin. Même beaucoup de nutritionnistes conseillent directement de l'avoine le matin. Qu'est-ce que vous en pensez chez les enfants ? L'avoine géniale pour les ânes, pas pour les humains. Je suis désolé. Et encore que certains vétos me disent l'âne peut créer un foie gras chez certains animaux. Donc, c'est pas une bonne idée du tout. Donc c'est en lien avec les troubles du comportement chez les enfants, tels que TDAH. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tout à fait. Donc pour vous, ça vient de problèmes hormonaux déjà Oui, au un départ. problème hormonaux, on sait que la masse osseuse, on l'a fait déjà dès l'adolescence. Donc si le gosse est sous-alimenté protéiquement à l'adolescence, il y a un moment de croissance plus basse, il va être plus petit, il va avoir moins d'os. C'est vraiment, ça impacte toute sa vie en fait. Ouais, ce qui est compliqué, c'est de comprendre qu'en fait, c'est ce qu'on dit de manière récurrente à travers toutes les émissions. On s'adapte pendant des années et tout va bien. Donc il semblerait qu'on mange correctement, que tout va bien dans notre vie, on n'a rien à changer. Et d'un coup, boum, on se retrouve avec une maladie chronique. Ouais. Du jour au lendemain, sans comprendre que le lit de cette maladie chronique s'est forgé depuis des années, 10 ans, 20 ans, parfois 30 ans, et remonte à l'enfance. Alors, dernier point, il faut savoir que certaines hormones, les stéroïdes, comme la testo, la DHE, l'œstrogène, le progestérone, dont l'homme a également besoin, viennent du cholestérol. Et donc, si le gosse, il mange que du sucre, comme des kilos, s'il n'a pas son cholestérol, il n'y a pas du gras. Or, le gras est capital pour la vie. Le gras et les protéines, c'est capital. On a surnourri les enfants et les adultes par des produits sucrés. Oui, parce que beaucoup de personnes oublient que la construction de certaines hormones sont dépendantes du cholestérol. Exactement. Donc, c'est vrai que pas en manger, c'est pas une bonne idée. Il y a également, en fait, une recrudescence des cas d'autisme, une flambée Oui. de 2 à 4 personnes atteintes du trouble autistique dans les années 70, 70 pour nos amis belges et suisses, et qu'aujourd'hui on est sur 100 personnes atteintes sur 10 000 en 2025. Une augmentation d'environ, en moyenne, 5000%. C'est pas rien. Alors, c'est même pire que ça. Aux États-Unis, dans certains États, ils sont 1 sur 22. Dans d'autres États, 1 sur 34. Et en France, moi, le chiffre que j'avais, c'est 1 sur 55. Ça a explosé. Et donc, de nouveau, je remercie, mais chaleureusement, Kennedy d'être là parce qu'il a mis le doigt sur le problème. Il en parle beaucoup. Ça fait des années qu'il agit dans ce domaine-là. C'est multifactoriel. Alors, je parlerai rapidement de l'autisme Asperger. C'est différent. On l'a dit, mais ça dans le même sac, que ça n'a rien à voir. Là, c'est un manque d'ocytocine, tout simplement. Mais l'autisme peut être lié à une mauvaise flore intestinale, pollution par certains métaux lourds. C'est multifactoriel et c'est clair qu'on a un énorme souci. Pour moi, c'est les vaccins obligatoires en France, par exemple, qui sont... nous, on en a un en Belgique, seul la polio, vous en avez dans la trentaine, et on a une surcharge en métaux lourds, en aluminium, en mercure. Et c'était une des grosses causes d'explosion de l'autisme. Et je crois qu'aux États-Unis, ils sont en train d'agir violemment là-dessus. C'est ça, puis la pyramide alimentaire s'est inversée, plus de protéines, Tout à fait. moins de sucre le matin. Et à ce sujet, il y a de plus en plus d'enfants obèses, on le constate tous les jours. Comment agir sur l'obésité infantile pour prévenir les déséquilibres hormonaux? Mais le problème, c'est que le gosse, il doit bouger, il doit dépenser son énergie. C'est comme un adulte. On a une énergie en soi qu'on doit dépenser. Si on le fait pas, on grossit, on stocke. Et également, c'est une question d'alimentation. Donc, les gens mangent à l'envers souvent. Ils mangent rien le matin, ils mangent tout le soir. On devrait manger à l'inverse. C'était la grande mode, en fait. C'est ça, de ne pas manger le matin et de faire cette espèce de jeûne intermittent qu'on place le matin. Mais bon, dans un certain milieu du sport, le jeûne intermittent, on l'utilise le soir. C'est pour faire du cutting, de la baisse de poids. Et comme pas mal de personnes ont du mal à manger le matin, qui est en fait un problème métabolique à la base, ils mettent pas ça sur ce compte, ils disent juste j'ai pas faim, parce qu'il y a une signature d'un problème métabolique. Ils ont placé commercialement et marketingement le jeûne intermittent le matin, ce qui devient une catastrophe. Une hérésie complète, c'est le soir le jeûne, c'est jamais le matin. Parce que les neurotransmetteurs viennent des prods du matin et du midi surtout. Et perso, je pratique le jeûne intermittent, sauf quand on m'oblige à aller au restaurant. La situation est pressante. Et là, je mange très très léger, parce que le problème, si je mange trop le soir, j'ai pas faim le matin. C'est ça. Et donc, c'est les gens qui n'ont pas faim le matin, parce qu'ils ont mangé trop le soir, tout simplement. Donc vous déclenchez pas, entre guillemets, certains types d'hormones dès le matin, Exactement. s'il y a une répercussion le soir, notamment, si je comprends bien, dans le sommeil, puisque c'est important de parler aussi du sommeil qui se prépare avec le cortisol dès le matin. Oui, tout à fait, parce que le cortisol chute en journée, en soirée. Par contre, l'hormone de croissance monte, et l'hormone de croissance, elle monte d'autant plus qu'on a un jeûne le soir. Donc voilà, il y a vraiment, elles peuvent être chamboulées, les hormones, rien qu'à cause d'un problème de mauvais placement de l'alimentation en journée. D'accord. Et quant au sommeil, qu'est-ce que vous conseillez aux enfants ? Tout d'abord, pour dormir, il faut le mériter. Et pour le mériter, il faut s'être dépensé. Donc si le gosse est à l'école et devant sa PlayStation après l'école, il n'a pas le droit de dormir.
Il n'est pas fatigué physiquement. Ouais, c'est ça. Deuxièmement, il faut de la mélatonine. Donc, maintenant, on prescrit même de la mélatonine aux gosses. Ah, carrément. Ah oui, tout à fait. Ouais. Je vois ça dans les hôpitaux pédiatriques, type de Bray à Bruxelles, l'hôpital des enfants, ils en prescrivent. Mais donc il faut tout un ensemble d'autres choses. Donc, le sommeil est multifactoriel. Il y a le GABA également qui est important, qui dépend de la progestérone. C'est sa dépense physique. Et moi, perso, je vois beaucoup de patients, et personnellement, c'est le cas. Si je mange un gros steak le soir, j'ai une nuit blanche, en fait. J'ai trop d'énergie pendant la nuit. Donc, le fait de manger une trop grosse quantité de protéines le soir peut stimuler les catécholamines cérébrales, noradrénaline et dopamine, et on a envie de faire tout sauf de dormir. Ouais, c'est ça. Donc, c'est important de bien manger le matin, d'avoir un quota protéique suffisant. Et puis peut-être moins le soir, mais ça c'est peut-être en fonction des tempéraments de l'organisme tout à chacun, c'est ça. Donc en fait l'humanité est bien abîmée. Comment est-ce que vous voyez notre avenir en fait en termes de santé, parce qu'on a quand même beaucoup de problèmes sociétaux, de malbouffe, de pollution. Franchement, j'étais très 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 pessimiste jusqu'à un an, et là maintenant j'ai vu une éclaircie dans les États-Unis, mais c'est pas une éclaircie, c'est plus que ça. Moi je suis sidéré de ce qui se passe dans le bon sens. Et j'espère que ça va contaminer l'Europe et que les préconisations alimentaires de prudence des vaccins, de ça, vont percoler chez nous. Ouais, donc en fait, pour résumer, il y a l'alimentation qui est extrêmement importante, l'activité physique, et puis évidemment se référer à un spécialiste de la médecine fonctionnelle pour faire tous les dosages hormonaux à temps. Je parle principalement des enfants, pour prévenir en fait leur santé, leur longévité. Parce qu'on parle de santé, de vivre longtemps, mais encore faut-il vivre longtemps et en bonne santé. Alors, il y a une phrase que j'ajouterai, dite de nouveau par Kennedy, parce que je suis fanat de ce gars-là. Il a dit récemment « Eat real food », manger de la vraie nourriture. Parce qu'on est gavé de nourriture transformée, qui n'ont rien à foutre dans un corps humain. Et si on mangeait beaucoup plus sainement, des aliments basiques, sains, ça nous changerait la vie. Merci beaucoup, Dr Résimon, pour ces éclaircissements ô combien capitaux pour notre santé. Je vous rappelle qu'on vous retrouve sur drrésimon.be. Et pour l'heure, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine et surtout restez en forme. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.